Ok. On s'installe. Oui, bonsoir. Ah. Installez-vous tranquillou. Ah, mais il y a du beau monde, c'est formidable. Allez hop, tout est prêt, tout est bon. On va pouvoir démarrer l'émission gentiment. Eh, bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va? Oh, ça fait longtemps! Tellement longtemps que j'ai oublié de changer le titre. Du coup, il y en a qui ont cru que c'était une addition. C'est pas une addition avec Simon, c'est un Allez Café. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez en cette fin d'année 2023. Plein d'énergie, passez un moment ensemble pour kiffer. Merci aux copains et aux copines qui sont là, déjà en direct. Si vous me regardez en replay, eh bien j'espère que vous allez bien. Et que vous allez clore cette année 2023 bien comme il faut. C'est un Allez Café et j'ai même envie de dire, sauf Cataclysme, ce sera une doublette. Je serai là également ce samedi pour bien fermer l'année 2023, vous le savez peut-être, demain c'est l'anniversaire de LeBron James, le samedi, c'est donc le 30 décembre, et autant ce soir je vais parler de certaines choses, autant demain je pourrai en parler d'autres, notamment de cette année basket 2023, faire un petit peu un rewind sur tout ce qui a pu se passer, vos moments préférés, ce qu'on a pu vivre ensemble, faire des petits classements, voir qui est rentré un petit peu dans l'histoire. Ce soir, ça sera différent. On va parler de plein de choses, donc déjà, je vous laisse vous installer. Comment ça va l'équipe? Comment vous allez bien? J'espère que tout fonctionne de votre côté. Premièrement, que vous avez été gâtés. Si vous avez été en famille et que vous avez eu des fêtes de Noël il y a quelques jours, eh bien j'espère que vous avez eu des très jolis cadeaux de la part du Papa Noël. Merci aux copains et copines qui ont envoyé des photos, notamment du merch Trash Talk qu'ils ont pu récupérer. Et puis surtout que vous n'êtes pas malade, parce que je sais qu'en ce moment, il y a un truc qui traîne, hein. On fait attention, voilà, hein, je sais qu'il y en a qui chopent des petits virus à droite à gauche, donc faites attention, vraiment, pour bien démarrer 2024 sur les chapeaux de roue, hein, histoire de kiffer cette année qui va être grandiose, c'est sûr et certain, et on vous annonce évidemment des grandes choses à venir sur Trash Talk, je vous en reparlerai en long et en large. Du coup, on va parler de plein de choses ce soir. Je me suis dit que ce serait cool un petit peu il y en a qui sont en vacances, il y en a qui sont au boulot, mais un petit peu en fin d'année comme ça, de prendre le temps avant les matchs de ce soir pour parler un petit peu d'actualité. On sait que les Pistons, ça ne va pas du tout. On sait que les Cavs, ça va très bien. Certains ont vu le message notamment et que je voulais en faire un petit peu un focus. On aura l'occasion aussi de parler des récentes actualités et de vous réserver un petit quiz tout à fait sympathique. Et puis on fera un petit Q&A aussi pour répondre à certaines de vos questions si vous en avez. Avant ça, il faut être poli et il faut faire les choses bien comme il faut, vous le savez. Les classiques restent des classiques. Où est-ce que vous êtes? Je souhaite le bonsoir évidemment aux amis et amis IES qui sont là, Clamart San Andreas, les gens de Nice qui sont là. Bonsoir, salut Agnax, Kirker, évidemment, qui est présent, les gens d'Angers, de Porto Vecchio, magnifique. Le bonjour de Vancouver. Bonjour à mes amis de Montréal et de Vancouver, ça fait plaisir. Bretagne, Rennes, de Saint-Soline, de Sucy-en-Brie, oh là là, de Montpellier, du Havre, de Limoges. Salut aux amis de Sevran, de Châteauroux, de Lyon, de Cannes, de Bordeaux, formidable. Les gens viennent de partout, comme très souvent, c'est toujours un plaisir, un vrai délice de voir les gens d'où ils viennent. C'est un truc du pôle Nord, bon ça évidemment c'est formidable, de Casablanca. De très loin, d'Andeville. Bonsoir aux gens du Pornichet, d'Avignon, de partout en fait, de Chicago, de Metz, de Perth, en Australie, de Perth. C'est bien. Let's go Bobby mate. Pour se faire un petit barbecue tranquille. Il y a des gens qui sont dans leur lit, il y a des gens qui sont au taf. Où que vous soyez, j'espère que vous allez bien. C'est un classique toujours et un plaisir de vous retrouver dans Allez Café. On va reprendre les bonnes bases. Évidemment, vous allez pouvoir interagir dans cette petite émission parce qu'il y a plein de choses à devoir mentionner, notamment juste pour commencer, je me permets juste une toute petite parenthèse parce que c'est un kiff un petit peu perso et après on va reprendre les actus, je vais vous faire tout le déroulé, le classement, les matchs qui ont eu lieu hier parce qu'on a regardé un incroyable match notamment entre Boston et Détroit. On va parler de nos amis les Pistons. Juste pour celles et ceux qui ont peut-être vu l'actu de ces derniers mois, c'est un projet sur lequel je travaille avec Ben de l'équipe Trash Talk et évidemment tous les copains de Gate One Voyage. Très excité car dans un mois jour pour jour, je pars avec 70 personnes et avec Ben et Gate One, on part avec 70 personnes de la commu pour aller voir Lakers Knicks au Madison Square Garden, puis les Suns en déplacement à Brooklyn. J'espère pas me porter de curse.
qu'il n'y aura pas de blessure ni de quoi que ce soit, mais c'est un grand moment qui va venir dans un mois. C'est notre premier voyage Trash Talk qui va être donc organisé avec Gate One. Toutes les infos, on les avait balancées en septembre. Ça a été sold out en quelques heures. Plein de gens, 70, qui ont décidé de partir à l'aventure avec nous. Et donc, on est en train de peaufiner les derniers détails. Ça va être extraordinaire. On est en train de regarder qu'est-ce qu'il peut y avoir comme activité supplémentaire à faire. Plein de petites surprises qu'on vous réserve sur place. Donc voilà, au moment où je vous parle, dans un mois, on sera en train de prendre l'avion pour aller à New York. New York! Oui, yeah. Pour essayer d'aller voir justement LeBron et Anthony Davis jouer face aux Knicks, puis Kevin Durant, le potentiel retour du coup à Brooklyn s'il n'y a pas de blessure. Voilà, donc on va croiser les doigts, hein. Je sais que y en a, voilà, ça pue le blockbuster trade en direct dans l'avion. Vous le savez, ça va être la poisse. Comme d'hab, je touche évidemment du bois pour que ça n'arrive pas, mais vous connaissez Trash Talk depuis longtemps. À chaque fois que je suis en déplacement, il y a toujours une dinguerie. Donc je suis tout à fait certain et rassuré qu'il y aura un gros transfert pendant que je suis au terminal. Voilà, ça c'était un peu pour la première info. On peut enchaîner maintenant sur ce qui se passe, évidemment dans l'actu NBA. Est-ce que vous avez regardé les matchs de hier soir? Je pose la question un petit peu, il y en a qui me rejoignent peut-être maintenant là en direct. Est-ce que vous avez regardé les matchs qui ont eu lieu cette nuit de jeudi à vendredi? Oui, il y en a qui me disent oui, Wemby, incroyable, oui, mes amis des Pistons, évidemment, qui ont essayé de tenir face à Boston. On a vu aussi Golden State qui a fait n'importe quoi contre Miami. On a vu les Lakers faire le travail contre Charlotte. Je vous remets évidemment les résultats, vous les avez vus depuis quelques heures, mais histoire aussi de rediscuter de tout ça. Oui, on a vu donc Détroit, dont on va parler dans quelques minutes, qui a continué son incroyable série de défaites consécutives. On a Indiana avec un très très grand Tyrese Haliburton qui a battu Chicago 21 points, 20 passes, 0 ballon perdu, on va en reparler dans quelques minutes. Dallas qui jouait sans Luka Doncic, qui a tenu contre Minnesota d'un très très grand Tony Edwards avec 44 points. On a vu les Pels s'en sortir un peu in extremis, hein. On va en reparler des Pels aussi parce que c'est pas non plus folichon face à un Jazz qui est en train de nettement s'améliorer. Lauri Markkanen est en feu, Walker Kessler ça va bien, et puis Colin Sexton fait des passes pour lui-même et des alley-oops. Memphis a joué sans Ja Morant, il jouera dans quelques heures si je dis pas de bêtises. Ce sera face à nos amis les Clippers, c'est ça là ce soir? Je regarde le bandeau, ouais c'est ça, tout en bas vous voyez là, juste ici, hop, en bas du chat. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, je vois qu'il y en a qui débarquent sur le chat. Ja Morant n'était pas là et Nikola Jokic absolument perfect a mis la totale à nos amis de Memphis. Comme je le disais, Golden State a fait n'importe quoi contre Miami. On a Victor Wembanyama qui a fait un match extraordinaire en 25 minutes face aux Blazers de Scoot Anderson. On en reparlera de Scoot Anderson qui nous a envoyé une très jolie quote. Bien évidemment, on a terminé avec les Lakers qui n'ont fait qu'une petite bouchée avec AD, des copains de Charlotte qui a été en déplacement. Petit point classement, justement, pour que vous ayez tout ça, parce que ça va être un des derniers classements de l'année 2023. Regardons ce qui se passe. Au moment où on parle, donc, les Celtics qui, dans la difficulté, ont conservé leur place pole position de la conférence Est avec 24 victoires en 30 matchs. Ils ont même le meilleur bilan de toute la NBA devant Minnesota. Vous voyez, les Wolves, ils sont à 23 victoires pour cette défaite. On a vu également nos amis donc de Miami continuer à remonter gentiment. Miami, 4 victoires. Hein, on a vu le match de Noël. Il n'y avait pas Joel Embiid. On a vu Jaime Jaquet qui a fait du très très bon boulot. Donc Philadelphie qui regarde gentiment le comeback du 8. Même si les joueurs ne sont pas trop là, on a vu encore hier soir, c'était quoi le 5 majeur là? Orlando Robinson, Michel, Sylvie de la Conta et n'importe quoi. Eric Spoelstra, il s'en fout, tant qu'il y a des basketteurs, il va essayer de gagner et il l'a mise à Steve Kerr comme on dit dans le jargon. Donc voilà, les Cavs dont on va parler dans quelques minutes, ça va très bien, avec donc 6 victoires sur les 10 derniers matchs, malgré toutes les absences. Et puis, on a quelques défaites qui continuent. Ce L28 là est absolument incroyable. On va en reparler évidemment. Et donc 9 défaites aussi de suite pour les Hornets qui n'ont pas la Melo Ball depuis quelques temps et donc ça se sent notamment dans le jeu. Dans la conférence Ouest, pour basculer un tout petit peu, on a donc les Wolves comme je le disais qui sont en tête, ça joue sérieusement. On a Denver en toute discrétion, 9 victoires sur les 10 derniers matchs. On a vu le match de Noël avec les fans de Golden State qui en avaient marre de voir Jokic sur une des lancées. Bah ouais, mais il a fait le match, le gros pépère. Et donc du coup, on a Denver qui remonte gentiment au classement. Attention, on l'a vu aussi, il faudra faire sans Aaron Gordon, qui dans les news, vous l'avez peut-être vu, a eu un accident assez traumatique apparemment, puisqu'il a été attaqué par un chien, 21 points de suture, des blessures à la main et au visage. Mike Malone, son coach, a dit justement qu'il était assez traumatisé et qu'il allait être écarté de l'équipe.
On parle souvent des aspects blessures dans ce type de situation avec des chiens hein, quand ça arrive, mais on oublie aussi l'aspect traumatisant que ça peut représenter. Donc voilà, un peu de respect pour Aaron Gordon, on évitera de faire des blagues à la con. Peut-être qu'avec le temps, il sera un petit peu plus chill et on pourra, mais là pour le moment, c'est chaud, quoi. Le mec, je pense que quand même, il doit être un peu flippé. Dans tous les cas, Denver, ça va et ça continue de cartonner comme ils l'ont fait hier soir contre Memphis. OKC, qui continue bien. OKC, ça a fait le boulot. Alors, il y avait eu un petit temps de repos face aux Lakers quand on avait vu LeBron faire un match extraordinaire à 40 points. Et puis, ça s'est bien repris, hein, notamment contre Minnesota, ça a fait le travail. Et voilà, pas d'excuse pour le Thunder qui continue à caracoler dans le haut de la conférence Ouest. Les Clippers, ça va bien. Donc, vous avez ce très beau match entre les Grizzlies et les Clippers ce soir. San Antonio, qui a remporté quand même 2 matchs sur les 10 derniers, donc c'est nettement mieux que l'intégralité du mois de novembre, mais ça reste encore bien timide. Nous avons Golden State et Phoenix qui tâtonnent et qui passent 50%, voilà, on sait pas trop. Hein. Apparemment Bradley Beal revient, là, cette nuit, là, contre Charlotte. Pour combien de temps, je sais pas, mais c'est bien compliqué du côté des Suns, et on aura aussi l'occasion d'en rediscuter. Sinon, hein, toujours des résultats un petit peu en dents de scie de la part de nos amis les Lakers. Donc les Rockets aussi, hein, 2 défaites consécutives, attention. Il y a des soirées bonnes et puis parfois ça craque un petit peu malgré les grosses mixtapes de Monsieur Alperen Sengun. Voilà ce que ça donne un petit peu au niveau du classement. Alors, comment ne pas parler dans l'actualité de ce qui s'est passé du côté de Détroit? Enchaînons tout de suite à Détroit. Si vous vous installez maintenant, comme je disais, je répondrai à toutes les questions. Tout à l'heure, on aura l'occasion de faire du Q&A. J'enchaîne sur mes actus pour pouvoir parler de tout ça avec vous. Il y a 6 semaines, nous avons fait une émission sur ce même channel de streaming, Allez Café, sur lequel j'avais posé la question suivante de savoir si les Pistons étaient la pire équipe NBA, pire franchise de ces 15 dernières années. C'était il y a 5 semaines. Voilà, c'était il y a 5 semaines. Les Pistons avaient 10, 11 défaites de suite. C'était un exposé, vous pouvez aller le vérifier hein, et le re-regarder hein, sur la chaîne YouTube de Trash Talk, il est en replay, et donc notamment pour expliquer pourquoi c'était compliqué. Eh bien, ils ont confirmé, hein, bien comme il faut, puisque les Pistons sont désormais sur 28 défaites consécutives. C'est simple, ils ont non seulement le record sur une saison unique, ils ont délogé les Cavs, ils viennent également d'égaler le record sur 2 saisons, hein, qui est donc de 28 défaites, c'était... à cheval sur une fin de saison et le début d'une seconde. Donc voilà, on va devoir suivre ce qui se passe du côté de Détroit. Très fort, parce que vous avez vu les ambiances que ça donne à chaque match. On a vu le match contre Brooklyn, les gens étaient là, wow, c'est un Game 7, ambiance de ouf, est-ce que les Nets vont choke? Puis là, c'est Boston qui a dû s'employer comme jamais pour justement ne pas être l'équipe honteuse, parce que c'est ça un petit peu, hein, comme certains ont peut-être vu le tweet de Kyle Kuzma dans la nuit, c'est que t'as pas envie d'être l'équipe qui a perdu contre. C'est ça le truc. T'as pas envie d'être l'équipe dont tout le monde se souvient, genre « Ah ouais, c'est vous qui avez... » Ouais, d'accord. Il y a des gens qui vont se faire licencier, quoi. C'est possible dans ce genre de situation. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc du coup, nos amis les Pistons qui sont sur 28 défaites de suite, si ils parviennent à perdre leur prochain match contre les Raptors, ce sera donc ce samedi soir, eh bien, on passera à 29. Et, comme vous l'avez peut-être vu, je l'ai balancé l'info sur les réseaux sociaux de Trash Talk, s'ils atteignent la barre des 30, ce sera tout simplement la plus longue série de défaites de l'histoire de l'humanité des sports américains majeurs. Foot américain, hockey, cloche-patte sur gazon, etc. Voilà, baseball et basket. Donc, regardez-moi la taille de ces L. Nous étions donc... Oh, putain, qu'est-ce que c'est violent. Les mecs étaient en 2-1 le 29 octobre. Comme je l'ai dit l'autre jour, la dernière fois qu'ils ont gagné un match, James Harden, il était à Philly. Salut Simon qui nous rejoint. Cœur évidemment sur toi. La dernière fois que Détroit a gagné un match, James Harden était à Philadelphie. J'étais à San Antonio en train de faire un vlog. Voilà. C'était la belle époque. Ils étaient en 2-1. Et du coup, regardez-moi cette montagne de L rouge. C'est extraordinaire. Et toute la question ne se passe plus maintenant sur ça, sur le rétroviseur. Toute l'attention de la planète, elle est sur la suite. Là, quand t'es à 28, là, tu vas à Toronto. Laissez-moi vous dire qu'il y a une mauvaise nouvelle pour Détroit, c'est que Toronto, en plus... Eh ben, enfin non, pardon, tu vas pas à Toronto, tu accueilles Toronto, excusez-moi, soyons précis sur les termes. Tu accueilles Toronto, à domicile. Donc, Little Caesars Arena. Le problème, c'est que certains l'ont vu, j'en ai discuté notamment avec certains copains de la fanbase des Raptors. Toronto vient de faire l'ajustement rêvé dont on parlait dans les 30 prévus en 30 jours, et c'était notamment mon 5 majeur en opposition avec celui d'Alexis Nator, où je demandais à ce que Gary Trent Jr.
soit dans le 5 majeur, que Dennis Schroeder aille sur le banc et que Scottie Barnes soit à la main, avec notamment Pascal Siakam. Ils ont joué qu'un seul match. On va pas commencer à juger une victoire contre les Wizards, mais c'était tout à fait intéressant. Et donc du coup, j'ai l'impression que Toronto ne va pas du tout essayer de jouer avec ces Pistons-là, comme Boston a pu le faire, et ça pourrait passer à 29. Mon plus gros souci, c'est que quand tu passes à 29, après, bah là il y a un arrobase, là il y a un arrobase, là il y a un arrobase, et là il y a un arrobase. Et peut-être qu'il y en a qui ne savent pas en débarquant ce que ça veut dire, mais c'est pas des adresses mail. D'accord? Ce sont des matchs en déplacement. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'une fois que tu as joué Toronto à domicile, eh bien tu as plutôt intérêt à gérer parce que sinon tu vas en déplacement à Houston. Et Houston, eh bien même si en effet ça joue pas très bien récemment, eh ben Houston va se défoncer à domicile pour ne pas être l'équipe qui va perdre. Donc ils vont peut-être sortir enfin un très très gros match parce qu'il y a eu des difficultés du côté des Rockets récemment. Ensuite à Utah, eh ben mauvaise pioche puisque le Jazz, qui comme je vous l'ai dit n'était pas très très bon sur ce début de saison, eh bien si vous les regardez pas jouer, moi je vais me permettre de vous mâcher un petit peu le travail. Utah ça va nettement mieux, ils ont fait des bons matchs récemment, ils ont tenu là contre New Orleans, mais ils ont aussi fait 2 petites victoires assez intéressantes, je crois que c'était justement à Toronto, et puis il y en a eu un autre à San Antonio, avec un Lauri Markkanen super, avec Jordan Clarkson qui cartonne, Walker Kessler qui trouve sa place, John Collins aussi, Kelly Olynyk, et toute cette clique, Colin Sexton également, et donc Utah n'est pas très très bon à prendre en ce moment, et puis bah après on en vient à Golden State et Denver. Donc, Golden State, historiquement ça leur porte chance. Faut vraiment être un geek de la NBA de ces dernières années pour savoir ça, c'est qu'en fait Détroit a pas mal gagné à Golden State ces dernières années, même quand ils étaient très très bons. Il y a Sadiq Bey l'année dernière qui a mis un shoot au buzzer, il y a eu par le passé d'autres grosses mixtapes avec Anthony Tolliver, oh là là, on remonte à quelques années auparavant, c'était avant Covid tout ça. Mais donc, attention parce que si tu n'arrives pas devant ton public à faire le travail contre Toronto, tu peux peut-être t'aventurer dans des hauteurs qui sont extraordinaires. Et c'est notamment le message que j'ai fait passer sur les réseaux sociaux de Trash Talk ce matin. Aucune équipe d'un sport américain majeur professionnel a perdu 30 matchs de suite, pas en NBA, pas en NFL, pas en NHL, pas en MLB. Les Pistons peuvent le faire et justement on a fait un petit PowerPoint. Regardez comme c'est magnifique. N'hésitez pas à follow le compte Instagram de Trash Talk. Vous avez évidemment en NHL le record, c'est partagé par 2 franchises, une récemment mais notamment aussi les Penguins qui ont fait 18 défaites consécutives, ça c'est donc en hockey sur gazon, lol, sur glace. En baseball, je sais plus si c'était 23 ou 26 défaites, mais en tout cas les Philadelphia Phillies sont montés il y a très longtemps dans les années 60 à 23 ou 26 défaites consécutives. Et puis, une fois que tu as la NBA avec 28 défaites consécutives, donc pour les Pistons, avec le magnifique Kevin Knox qui est là, on peut toucher aux Cardinals des années 40. Dans les années 40, dans les années 42-45. Là, c'est vraiment, c'est la préhistoire du sport. 1945, 29 défaites consécutives, on en est là, les Pistons peuvent le faire. Donc quelque part, pour tous mes amis fans des Pistons, parce que je sais qu'ils vivent des moments compliqués en ce moment, et que le pressing que j'effectue tout terrain au quotidien est assez intense. Mais, on s'appelle Trash Talk. Je suis obligé de faire mon travail. Et donc là, il y a un truc historique qui se passe. Je vais continuer à vous en mettre plein la gueule tant qu'il n'y a pas de victoire. C'est comme ça. Les Rockets étaient la punchline de la NBA la semaine dernière. Portland était la punchline de la NBA il y a 2 ans. Et tout le monde leur mettait des ratios de fou furieux. C'est le tour des Pistons. Donc, désolé, courage. Mais, j'ai envie de dire... continuez ainsi, parce que si on peut vivre un truc historique américain, je pense que tout le monde va en parler. Et alors ça, c'est tout ce qu'on désire. Qu'il y ait même, des comptes généralistes qui n'en ont rien à foutre de la NBA qui disent « Attends, on n'a jamais vu une équipe aussi éclatée de l'histoire. Formidable !» Et même pour nous, souvenez-vous, sur la chaîne YouTube de Trash Talk, si je dis pas de bêtises, il y a un... Qu'est-ce qu'on avait fait? Oui, on a fait un top 100, on a fait un top 10 all-time des pires équipes de l'histoire. Il y aura peut-être une update à faire. Donc, c'est ça un petit peu qui est à suivre sur les prochains jours. Est-ce que nos amis des Pistons vont battre le record des Cardinals en 1945 de 29 défaites consécutives, record absolu, tout sport américain confondu? Ce sera donc à surveiller dans les prochains jours. Et notamment, comme je viens de vous le montrer, ce sera ce samedi soir à domicile, en réception de Toronto, les Raptors qui vont donc
devoir tenir et ne pas être cette équipe-là. Je vous pose la question, puisque vous êtes nombreux à me rejoindre maintenant et que je vais vous faire un peu craquer vos doigts. Les Pistons sont à 28 défaites consécutives aujourd'hui. C'était improbable, imprononçable il y a quelques semaines, même quand j'avais fait le Allez Café pour démolir la franchise. À combien de défaites ça va s'arrêter? Je vous montre le calendrier. Le voici. Donc ça, c'est le match 29, s'il y a une 29e défaite. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. J'attire toute votre attention sur ce match du 11 janvier. Parce que le 11 janvier, alors en fait c'est dans la nuit du 10 au 11 janvier. Le 10 janvier, il y a un Spurs Pistons. Et encore que les Spurs, ça va un peu mieux. Hein, parce que ça, il y a Pop qui a commencé à se réveiller. On lui a mis je sais pas quoi, on lui a mis un Veuve Clicquot. On lui a mis un Pinot, je sais pas quoi, Châteauneuf-du-Pape dans la musette là pour Noël. Et l'autre, ça y est, il recommence à bien coacher. Voilà, ça c'est un avis personnel. Mais du coup, attention, San Antonio contre Détroit, le premier qui perd a gagné. C'est très très chaud. Et le lendemain, c'est évidemment le NBA Paris Game avec les Nets qui vont affronter nos amis les Cavs en terre française. Je vois qu'il y a un petit peu de tout. Il y en a qui visent la quarantaine. Franchement, la quarantaine, c'est chaud. Et en fait, c'est ça qui m'embête. C'est qu'il y a des équipes qui ont des effectifs absolument atroces et qui n'y arrivent pas. Moi, j'ai un sentiment qu'avec Détroit, là, la vraie complication, c'est que l'effectif sur le papier n'est pas dégueulasse. Moi, je trouve pas. Il y a des mecs qui n'ont rien à foutre en NBA et c'est pas contre eux. Ils ont 1000 fois plus de talent de basket que moi. Moi, je rêverais d'avoir leur talent de basket. Juste, voilà. C'est difficile d'avoir une place réelle en NBA. Par contre, il y a ce mélange entre manque de talent, manque de rôle et manque de coaching. C'est-à-dire que quand on voit encore et encore Monty Williams nous faire des rotations où il y a des 5 avec le banc en entier, Alec Burks, James Wiseman, Kevin Knox, Isaiah Livers et je sais pas qui vous voulez là en 5e, c'est vrai que c'est assez frustrant quoi. Et qui Anaïs par exemple, c'est vrai que c'est assez frustrant. Donc, moi ce qui m'énerve, c'est que pour les fans des Pistons, c'est une horreur à suivre. Ce qui m'énerve 2 fois plus, c'est que ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent que j'adore Cade Cunningham et qu'il est en train de le montrer tristement parce que toutes les caméras sont pointées sur les Pistons. Mais il le montre que c'est un mec trop fort. Cade Cunningham est trop fort. Voilà. Et là, historiquement, il va avoir collé à la peau cette série de défaites consécutives. Mais j'espère aussi que dans tout ça, les gens vont aussi mettre un peu plus de respect sur Cade Cunningham parce que je dis depuis longtemps qu'il est très très fort, que c'est mal vu parce que c'est comme ça. Il est dans un registre différent de Devin Booker, mais Devin Booker à ses débuts était très très fort dans une équipe qui était nulle à chier. Ah, les Suns étaient horribles au début de Devin Booker. Et puis, on a commencé à mettre les bonnes pièces autour de lui. Je sais pas si c'est ce qui va se passer à Détroit, mais je pense que Cade Cunningham est capable d'être un All-Star. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, certains m'ont posé la question. Ça va monter jusqu'à où? Eh bien, ici, ils sont à 28 défaites. Je mise sur une victoire à Golden State. Désolé les Warriors, le cœur s'est posé. Ça fera donc 29, 30, 31, 31 défaites. Allez, moi je dis 31 défaites pour les Pistons et ça gagne à Golden State. Les fans des Warriors qui vont venir me choper par le callback, ça va être incroyable. Le divertissement absolu. Et alors la session vanne. De toute façon, n'importe quelle franchise qui va perdre contre Détroit, là, c'est la session vanne du siècle. Elle est 24 heures suivantes. Allez-y, vous me pourrissez ça là, du sol au plafond. J'en veux partout. Nous, on va être insupportable. Mais si c'est Golden State, c'est vrai que c'est doublement amusant. Parce que en plus, ça va très très bien à Golden State en ce moment, quoi. C'est vrai que là, on l'a vu contre Miami, c'est un peu compliqué. Allez, on va épargner nos amis de Détroit. Juste pour finir, vous avez peut-être vu cette info pareil que j'ai transmise sur les canaux, un petit peu de trash talk. Est-ce que je vais pouvoir me le mettre sur ça? Tiens, attends, juste pour que ce soit un peu plus joli. Tu crois? Tu crois? Ouais, tu crois? Hop, pouf, paf, pif. Est-ce que Alec Burks peut nous expliquer en quoi il a la poisse ultime en NBA? J'en ai parlé sur Twitter notamment, certains ont peut-être vu ça arriver. Alec Burks, tout à fait. Alec Burks a connu... Alec Burks est en NBA depuis 10 ans. Il a connu quelques équipes assez remarquables hein, quand même. Hein, parce que Alec Burks, c'est un mec qui a démarré notamment avec une équipe de Utah qui était à 57 défaites, donc quasi 60. C'est assez énorme. Il a enchaîné, s'il vous plaît, avec les Cavs d'après LeBron. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les Cavs où en fait, tu te dis, mais attends, comment les mecs vont s'en sortir? 19 victoires pour 63 défaites.
Ça, c'est violent. Mais normalement, tu t'arrêtes pas là. Ben non, puisqu'il se tape les Warriors d'après KD. Et ça, c'est énorme. Le mec enchaîne quand même les Cavs post-LeBron avec les Warriors post-KD. Et du coup, vous vous en souvenez peut-être de cette saison en 2020, hein, la saison notamment pandémie, où on a Stephen Curry qui se fait braquer la main par Aaron Baines en tout début de saison. C'est comme ça qu'ils vont récupérer un excellent choix de draft qui va devenir numéro 2 de la draft. Numéro 2 de la draft 2020. Pap dans le chat. Oui, c'est bien. Non, c'est pas Kuminga, c'est James Wiseman qui a été drafté devant LaMelo Ball, Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey, Tyrese Thérèse, mon ami Thérèse, etc. Très très bon choix de la part des Warriors. En plus de ça, donc il a enchaîné parce que Alec Burks ensuite, c'est un assez bon joueur. On l'a vu notamment chez les Knicks. Souvenez-vous les Knicks face à Trae Young. En premier tour de playoff, Alec Burks il est en sortie de banc, c'est pas mal, mais c'était trop solide pour que Alec Burks puisse continuer comme ça. Il a ensuite enchaîné avec les Pistons de l'année dernière, 65 défaites en 82 matchs, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Tout ça pour ne pas avoir le first pick, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Mais très très bien au Sar Thompson, mais juste voilà. Et enfin, celle-là. Donc Alec Burks, il y a un moment, il va falloir se regarder dans le miroir et se dire, voilà, peut-être que où que tu passes, c'est un petit peu la misère. Et donc, faudra songer à changer de sport. Allez, 28 défaites consécutives pour les Pistons. Force et honneur aux fans, évidemment, de Détroit. Vous êtes très forts. Et si vous avez survécu à ça, eh bien, vous pourrez le raconter à vos gosses et dire « Ah ouais, moi j'ai vécu les Pistons de 2023-24 ». Ce sera du grand luxe. Dans les autres petites actualités, puisqu'on va pouvoir enchaîner, bien évidemment, dans les autres matchs, je ne sais pas si certains ont vu cette masterclass de Monsieur Tyrese Haliburton. 21 points, 20 passes, 0 balles perdues. Le nouveau point guard hein, qui a pris la suite, hein, c'est le premier match avec 20 passes décisives et aucun ballon perdu depuis Chris Paul en 2016. Très très fort, Tyrese Haliburton qui continue à régaler. Regardez ça, c'est même le premier joueur de l'histoire à avoir 21 points, 20 passes, 0 balles perdues en mettant notamment 6 tirs à 3 points. Tyrese Haliburton continue son énorme saison 2023-24 dans la discussion de tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez le mettre en MVP, vous pouvez le mettre en All-Star, vous pouvez le mettre en All-NBA. Il est énormissime. Quel homme absolument fou. Je me posais la question, là, et il faudra peut-être qu'on en fasse une émission d'ailleurs, mais je me posais la question en préparant notamment les posts, dont celui-là sur le cher Instagram, en plus de Twitter. Tyrese Haliburton, dans le classement... Non, je vais poser la question différemment. J'ai le sentiment que Tyrese Haliburton est très très haut dans mon classement des joueurs qui me font le plus kiffer à regarder du basket, qui me procurent le plus de plaisir. C'est qui votre joueur qui vous file le plus de plaisir? Pas le plus fort, pas le plus dominant, le joueur qui vous file le plus le plaisir en le regardant. Je regarde un petit peu. Shai Gilgeous Alexander, on me dit dans le chat. Luka, D-Rose, faudra peut-être brancher la DSL, un de ces quatre. Non, mais c'est vrai qu'il est fort, mais il y a quelques temps. Derek White, on parle de Russell Westbrook, de Ja Morant, évidemment, hein, de Steph, de KD, de Tatum. KD, j'avoue, après, il y a un côté très propre, chirurgical. Moi, je l'avais mis top 3, je crois, des joueurs beaux à avoir joué all-time. Kyrie, moi, est toujours très très haut quand il joue. PJ Washington, je sais très bien qui vient de mettre ce commentaire. Salut. Ouais. On me dit du Jalen Green, du LaMelo Ball, du Draymond Green, formidable si vous aimez regarder Draymond Green. Paul George fait partie aussi des joueurs très très beaux à regarder. James Harden évidemment, hein, Anthony Davis quand il est fort. En tant que bon fan de Jokic aussi, hein, voilà, il y a plein de gens qui mettent... Bon, Kevin McHale c'est un petit peu dépassé, mais bon, je peux comprendre. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, Tyrese Haliburton fait indéniablement partie de mon top 3 des joueurs qui procurent le plus de plaisir. Et peut-être qu'on va se regarder dans quelques années et se dire « Ah, franchement, Tyrese Haliburton, c'est un mec qui... » Moi, je sais pas, il me file le smile, mais bon, vous le savez, je suis pas objectif sur monsieur Tyrese Haliburton qui régale absolument tous les soirs. C'est formidable. On reparlera de défense une prochaine fois. Mais en tout cas, 21 points, 20 passes et 0 balles perdues. C'est une masterclass de la part de Tyrese Haliburton. Nous avons eu aussi un monsieur Nikola Jokic qui a fait sa spéciale. Hein. C'est le deuxième joueur dans l'histoire avec Will Chamberlain à faire un triple-double avec 100% au tir. Le mec, il est arrivé, on l'a fait chier. On lui a dit, bon, tu sais quoi, t'es plus dans la course au MVP. Il a fait, d'accord, très bien. 26 points, 14 rebonds, 10 passes, 11 sur 11 au tir, 1 sur 1 3 points, 3 sur 3 au lancer. Allez, hop, ça dégage.
Allez, les Grizzlies dans le rétroviseur. Alors comme ça, vous n'arrêtez pas de me charrier. Eh bien, je vais faire des podcasts pour dire à quel point la vie est meilleure quand on n'a pas de notoriété. Et en plus, je vais vous mettre des triples-doubles à 100%. Voilà. C'est un peu du Jokic dans le texte. Donc très très bon travail. Et comme je le disais, les Nuggets qui reviennent fort, là, avec plusieurs victoires consécutives. En l'absence d'Aaron Gordon, attention au prochain, pluriel, au prochain match de Jokic, qui va devoir doubler sa production. Ça risque d'être très très méchant pour la concurrence. Peut-être que ça va augmenter notamment son dossier un petit peu de MVP, qui a été un petit peu délaissé sur le début de saison, et on en avait parlé avec Alex notamment dans un apéro de ce mois de décembre. Pour continuer ce petit tour de l'actualité, bien évidemment, je ne sais pas si certains ont vu le match de Wemby face aux Blazers. Est-ce que vous avez vu Wemby jouer face aux Blazers? Il y a eu des trucs vachement bien récemment, alors c'est pas les fans des Spurs peuvent pas trop sourire sur cette saison, mais il y a eu des trucs hyper intéressants. Notamment dans les déclarations qui ont été faites par Greg Popovich, à vouloir un petit peu responsabiliser son groupe et un peu leur botter les fesses, genre attention, hein, y en a qui vont devoir rendre des comptes, donc c'est super. Et oui, en effet, Wemby a fait cette ligne extraordinaire en moins de 30 minutes, quoi. 30 points, 6 rebonds, 6 passes et 7 contres dans la très large victoire de nos amis les Spurs à Portland. C'était très bien. Il n'a pas beaucoup joué, Wemby, mais il a été très très fort. Toujours dans sa défense, hein, protection évidemment d'Arceau. Et puis ensuite, dans le reste, circulation de balles, jeu aérien, pas de souci. Évidemment, en face, il n'y avait pas DeAndre Ayton, il n'y avait même pas Diop Reath, donc il en a bien profité. On en reparlera, mais la bascule de Victor Wembanyama au poste de pivot, je crois qu'on aime bien. Je vous laisse me confirmer. Merci T-Bolton pour les petits subs, et merci aux copains-copines qui envoient des subs dans tous les sens. Wemby en 5, on valide ou pas? Wemby en pivot, qui avait démarré en 4 aux côtés de Zach Collins. J'ai l'impression que c'est bien, j'ai l'impression que le jeu se calme un petit peu plus, là pour Wemby. Je regarde, on me dit oui, oui et oui. Oui, oui, c'est bien. Hein, c'est un 5, hein, Wemby. C'est un 5. Alors, c'est pas un 5 à la Embiid, c'est Victor Wembanyama. Il sera, lui, comme il est. Mais c'est vachement bien. Wemby en poste de pivot, parfois un jeu un peu ingrat, poser des écrans, rôle, pas de ballon dans les mimines, compliqué, on aimerait bien l'avoir, c'est relou, donne-la moi, arrête Jeremy Sohan, file la gonfle, Keldon Johnson s'il te plaît, on a vu Keldon Johnson passer par le banc aussi, attention on va voir ce que ça donne, merci Ethan Thomas fadeaway, alors il y a des gens qui ont des pseudos et il y a des gens qui ont des pseudos. Ethan Thomas fadeaway, je suis extrêmement fan. C'est incroyable. Wemby, ça va nettement mieux. On va voir quelles vont être ses stats et puis surtout les résultats des Spurs, parce qu'on le voit aussi que dans le jeu de San Antonio, ça purifie un petit peu les choses. Donc très hâte de voir ce que ça va donner. Je crois que ce soir, il ne joue pas. Hein. Je vous laisse me confirmer. Là, ce soir, il y a San Antonio Portland. Ils avaient dit qu'ils ne feraient pas la doublette. Hein. Qu'ils jouaient sur un match et qu'ils ne jouaient pas contre l'autre. Je crois que ça a été confirmé, voilà, que Wemby ne joue pas. Donc on regardera ce match avec la plus grande attention. Si vous dormez, je ne vous en veux pas. Je remets donc une dernière fois ces stats. 30 points, 6 rebonds, 6 passes, 7 comptes. Ça fait plaisir de voir ce sourire de Wemby et une victoire des Spurs. Peut-être que ça deviendra bientôt la norme. En tout cas, des matchs à 25 points, 10 rebonds, 4 passes et 5 contres. L'année 2023 va toucher à sa fin. Et je me permets cette petite impro. Mesdames et messieurs, il est où? Ah, mais je suis en train de me foutre en l'air mon happening, là. Fais voir, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Le meilleur contreur de la NBA en l'an de grâce 2023, c'est Victor Wembanyama. Voilà. Alors non, Wemby ne joue pas ce soir, mais je voulais juste mettre un fucking point d'exclamation sur cette phrase qui quand même est un peu prise pour acquis. On en a parlé dans l'apéro sur la course au rookie de l'année, vous choisissez ce que vous voulez, hein. Chet Holmgren, Wemby, Chet Holmgren, la tige du Thunder ou la tige des Spurs, fine. On reparlera après de Scoot Anderson, vous allez voir c'est très drôle. Mais, souvenez-vous il y a un an, prenez pas les résultats des Spurs, souvenez-vous il y a un an, je pense que si on s'était dit qu'au bout de 30 matchs, l'année civile 2023 allait s'arrêter et Wemby serait le meilleur contreur de la NBA, je pense que les gens seraient comme des oufs. Et alors oui, en effet, il y a aussi Chet Holmgren qui est dans le top 3, et c'est formidable. Et cette QV, là de rookie, même si Chet avait été drafté un an auparavant, est immense. Mais
Voilà, on aura plein d'améliorations offensives à devoir discuter et observer pour Wemby sur la deuxième partie de saison. On sait que c'est très très long une saison NBA, il y a plein de choses qui peuvent se passer. J'en ai reparlé avec vous récemment. La dernière à la même date, les Suns, ça cartonne, les Pélicans. Zion est dans la course au MVP, c'est n'importe quoi. Et on a vu la deuxième partie de saison. Il y a encore beaucoup de basket à jouer. Et donc voilà, je trouve que Wemby, qui est meilleur contreur de la NBA au bout de 3 mois, alors qu'il est en train de découvrir les règles NBA, c'est assez traumatisant pour la concurrence. Voilà. Et je trouvais que c'était bien de le mettre en avant. Bravo Wemby. Du coup, Victor a fait ce match face aux Blazers. Et je voulais juste faire un instant humoristique. Je sais que les fans de Portland vont m'en vouloir. Mais je vais devoir sortir la phrase suivante. Vous le savez, fans de Portland et des Blazers, peut-être que vous l'avez vu récemment sur les réseaux, j'ai creusé un petit peu les Blazers un peu plus dans leur match, plein de choses positives, Anthony Simons, du up free, ce qui se passe avec Matisse Thybulle, etc. Et Anthony Simons, et Scoot Anderson, ça va de mieux en mieux. On a vu des excellents matchs, là en sortie de banc, on a même vu de la titularisation avec les absences de Anthony Simons, ça va très très bien, donc pour le coup, très hâte de suivre la deuxième partie de saison de Scoot Anderson. Je pense en effet qu'il est en train de trouver son rythme. On a vu des super matchs là avec de la transition de Scoot, comme on pouvait l'imaginer, avec du scoring et aussi de la distribution. Le jeu aussi commence à ralentir pour lui sur le terrain, donc c'est formidable. Mais, vous savez que quand je pose un tapis de sol comme ça, généralement, c'est pour préparer quelque chose. Scoot Anderson pense qu'il a encore une chance d'être rookie de l'année. Comment dire? J'admire l'audace. J'admire. Vous nous connaissez. On se connaît depuis longtemps. Voilà. Je vais couper le son. Parlons de manière intime. On se connaît depuis très longtemps. Vous le savez. Mais c'est... Alors évidemment, non, je sais, il va pas dire le contraire, je remets la musique. Il va pas commencer à dire, bah oui, c'est terminé. Et d'ailleurs, il est hyper compétitif et c'est formidable là-dessus. Il l'a dit même avant la draft, que c'était le meilleur joueur de sa QV. Et il va peut-être finir par l'être, c'est formidable. C'est pas de la hate contre monsieur Scoot Anderson. Je pense qu'il est bourré de talent et qu'il va nous faire une super deuxième partie de saison. Et je l'encourage à aller dans ce sens. Juste, est-ce que Scoot Anderson, là, il va aller chercher de base, hein. Est-ce qu'il va déjà aller chercher Chet Holmgren? Donc ça veut dire un pivot qui fait la production qu'il fait dans une équipe top 3 de l'Ouest. Je ne pense pas que Portland sera top 3 de l'Ouest. Et s'il fait la production que Wemby a, qui est une production de quasi All-Star, formidable, mais je ne sais pas s'il y aura le bilan avec et s'il y aura l'impact non plus, des deux côtés du terrain. Est-ce qu'il va même rattraper ne serait-ce que Jaime Jaquez, qui nous a fait une première partie de saison de malade, qui vient de ponctuer ça avec un match de Noël de fou furieux, et qui est en train de rentrer dans la rotation de Miami qui cartonne de fou? Je sais pas. Donc c'est pas du scoot bashing, c'est juste que pas de deux poids deux mesures. Quand il y a des punchlines qui sont balancés de droite et de gauche, on est obligé de les renvoyer. Et donc, Scoot Anderson, j'espère vivement que cette séquence va rentrer au Hall of Fame des plus grosses conneries lorsque ce sera séquencé, parce que Scoot Anderson nous aura fait une deuxième partie de saison à 28 points et 10 passes de moyenne pour des Blazers qui remontent. Si c'est le cas, bravo, félicitations. Mais je pense que ça va être compliqué. Voilà. Et en tout cas, oui, il a le droit de l'affirmer. C'est tout son droit en tant que joueur, mais on s'occupera d'autres choses. Allez, comme je vous l'avais promis, on va parler de nos amis des Cavs. Toute petite transition avant de parler des Cavs. Je sais pas ce qui se passe dehors, là. Pas mal de bruit de... Je sais pas, j'espère que vous entendez pas, mais il y a des bruits de klaxons et tout, bref. Avant ça, juste toute petite transition en termes d'actualité. Juste deux petites choses. Pareil, dans le thème de l'humour, si vous voulez... Je l'ai relié tout à l'heure, vous pouvez voir, apparemment, Tony Parker, il avait signé pour 3 albums avec TF1. Voilà, ça c'est cadeau. Et ensuite, pour ceux qui veulent des petites infos, et après on parlera justement des matchs de la nuit, après l'actu sur les Cavs. Apparemment, on a du Jaylen Brown, du Jrue Holiday, du Jason Tatum qui sont incertains pour ce soir. Et en plus, il y a Porzingis qui n'est pas sûr et alors Ford qui est out. Donc voilà, hein, Détroit a clairement pris le tarif de Boston et ils ont prévu de reposer tout le monde. Et c'est pas grave si ça perd contre Toronto, ça permettra à Peyton Pritchard de faire un triple-double et à je sais pas qui encore.
à Nemias Queta d'être en 20-20, 8 contre, par exemple. Voilà. Maintenant, on va parler de nos amis des Cavs. Je rappelle que si vous voulez vivre le match des Cavs à Paris, avec Bibi et avec Alex, vous allez sur nba.com/idfriends. Le concours, il est gratuit. Vous pouvez foncer. Regardez-moi ce montage incroyable. Alex fait ma taille. C'est au moins aussi vrai que la déclaration de Scoot Anderson. Vous pouvez voir le match à Paris avec Alex et Bibi. On va passer la journée ensemble. C'est un jeu concours qui est gratuit sur la plateforme NBA ID France. Allez-y, foncez. Il suffit de créer son NBA ID et après de participer. Et puis ensuite, il y a un tirage au sort. Et alors là, pour le coup, ça peut être très très cool. On se retrouve. Si vous gagnez, tu ramènes ton +1. Il y a le déplacement qui est pris en charge. Bim bam boum, nuit d'hôtel à Paris. Et on passe la journée ensemble. On va les bouffer. On espère faire plein de dingueries et des surprises, on visite la Corotel Arena et ensuite on va voir le match. Incroyable, 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 n'hésitez pas. Maintenant pour parler de nos amis les Cavs. Ah, on va pouvoir se pencher. Mesdames et messieurs, nos amis les Cavs, oui, j'ai décidé de faire un focus sur eux parce que Allez Café, c'est aussi l'occasion, comme vous connaissez cette émission, de faire des focus parfois sur des équipes où je n'ai pas trop le temps de le faire pendant les apéros avec Alex. Parfois on prend le temps, mais d'autres fois c'est un petit peu plus compliqué, puis le rythme est assez acharné, donc je prends cette émission. C'est l'heure, ouais, c'est l'heure des Cavs, wouhou. Pour le lien du jeu concours, vous pouvez aller notamment sur le compte Instagram de Trash Talk, c'est en bio. Voilà. Donc n'hésitez pas à follow le compte Instagram de Trash Talk et vous allez dans la bio du compte et il y a le jeu concours qui est intégré. Revenons à nos moutons. Les Cavs sont à 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui est super intéressant avec ça, mais je voulais faire un petit focus sur eux parce que, et après on fera donc un quiz, un Q&A, je voulais faire un petit focus sur eux parce que les Cavs, ça marche vraiment bien. Ça s'est notamment ponctué avec une excellente victoire sur le parquet des Mavs. C'était donc ce mercredi soir, si je ne dis pas de bêtises. On les a vus vraiment assurés. On a vu une petite victoire à Chicago. On a vu des victoires contre Atlanta, Houston et Utah à domicile. Il y a eu un petit revers contre New Orleans. Mais pourquoi c'est si intéressant? Eh bien, ces Cavs, si vous n'avez pas suivi l'actu, sont en train de faire ça avec des absents majeurs. On a du Donovan Mitchell qui n'est pas là pour des raisons qui sont un peu obscures. On parle de maladie, mais on a l'impression aussi qu'il y a quelque chose de physique qui se traîne. On a des nouvelles terribles qui sont sorties il y a quelques jours autour de Darius Garland et Evan Mobley qui vont pas être là pendant plusieurs semaines. Désolé pour le NBA Paris Game. Et donc du coup, on était dans une position qui était assez compliquée côté Cleveland. C'était que là, il venait d'y avoir des revers contre des équipes du haut tableau de la conférence Est, notamment donc pour les citer Orlando et Boston. Et puis, on a eu cette série de matchs alors qu'il y avait les absents. Au 13-15 décembre, le mood n'était pas top. Tu venais de perdre contre Boston, Rolls-Royce de la conférence Est. On sait quel était l'objectif et quel est l'objectif de Cleveland cette saison, faire nettement mieux que les playoffs de la saison dernière, parce qu'ils avaient fait quand même une super régulière, tout ça pour se vautrer sur Jalen Brunson et les Knicks. Et on n'a pas trop eu l'occasion de voir les Cavs au complet de cette saison. C'est un sujet sur lequel on va revenir pas mal, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Et ça ne s'est que amplifié avec l'absence là prolongée de Evan Mobley et de Darius Garland, même si apparemment, en effet, comme certains le confirment, Monsieur Donovan Mitchell devrait retourner lui aussi dans le groupe prochainement et quasiment ce soir contre Milwaukee, mais ça on verra. Je ne pose pas de curse, j'en parle. Et du coup, les Cavs, ça joue très bien. Alors, pour rentrer dans les détails, les Cavs, on va le faire ensemble, hein, parfois on le fait ensemble à l'apéro, mais là je vais le faire avec vous. Les Cavs sont donc sur cette série un petit peu de 5 victoires sur les 6 derniers matchs, et donc on essaie de trouver un petit peu des explications. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un bête de scoreur? Est-ce qu'il y a une grosse défense? J'ai été évidemment revoir tous les matchs, mais j'ai été aussi un petit peu plus loin et profondément dans les statistiques parce que je m'étais dit, bon attends, on va voir cette équipe des Cavs, qu'est-ce que ça donne? Ils sont peut-être sur une défense extraordinaire, ou une adresse complètement folle, ou ils ont un mec qui est en feu total. Bah c'est assez difficile de pointer un seul élément. Et c'est ça qui rend ces Cavs hyper intéressants, c'est qu'on a plein de choses qui se mélangent et qui permettent à cette équipe de cartonner. Je vais vous montrer justement 2-3 éléments autour de ces Cavs. Si on prend sur la saison entière des Cavs pour le moment, donc sur l'intégralité des matchs joués, on est sur une équipe qui est 11e défensivement de la NBA et qui est 19e en attaque. Ce n'est clairement pas l'attaque des Cavs qui fait rêver sur ce début de saison, et puis parce qu'il y a eu des absents, donc c'était compliqué de pouvoir compter sur tout le monde. Moi, je me souviens très bien d'un match en tout début de saison où ils étaient en déplacement à Indiana, je crois, un match perdu au finish, et où c'était une des premières fois qu'on pouvait avoir le fameux 5 majeur avec Darius Garland, Donovan Mitchell, Max Truss, Evan Mobley et Jarrett Allen. Et du coup,
On n'a pas eu trop l'occasion de voir ce groupe, et Cleveland a essayé à chaque fois de trouver une solution. Alors j'ai commencé à rentrer dans les détails, et je voyais que sur ces 6 derniers matchs, il n'y avait pas non plus une défense extraordinaire. Evan Mobley absent, logique. Il n'y avait pas une attaque extraordinaire. Darius Garland et Donovan Mitchell absents, logique. Mais, quand on regarde la saison, on se rend compte qu'il n'y a rien qui sort du lot. Regardez par exemple les statistiques des Cavs cette saison. On va rentrer un petit peu en détail. Vous avez donc la 22e équipe qui tente le plus de tirs et la 17e équipe qui a le meilleur pourcentage. Donc encore une fois, pour parler de leur attaque, 17e meilleur pourcentage au tir, c'est pas jojo. D'autant plus qu'à 3 points, après avoir fait tous les recrutements que tu as fait l'été dernier, notamment Georges Niang et Max Strus, bah t'as le 23e pourcentage à 3 points de toute la NBA. C'est pas incroyable. Les Cavs ne sont pas non plus en train de nous percer le plafond avec un pourcentage de réussite de fou. On va y revenir récemment, c'est un peu plus rentré. Lorsqu'on continue à développer un petit peu sur la saison, c'est une équipe qui provoque très peu de lancers. Hein. Ça, c'est un gros point d'amélioration à devoir suivre parce que c'est la 26e équipe qui rentre et 25e équipe qui tente le plus de lancers. Dommage pour une équipe aussi athlétique. Il faudrait justement avoir un petit peu plus de provocation vers le panier. Et bah, même si tu défends assez bien, tu fais pas non plus une palanquée de contre et tu perds quand même pas mal de ballons. Donc, en attaque, on a tous pointé du doigt JB Bickerstaff et on s'est dit, mec, il faut nous présenter bien mieux que ça. Certes, la défense est super quand Evan Mobley est là avec Jarrett Allen, mais il faut nous proposer bien mieux. Et c'est là tout le problème avec les Cavs. C'est que, si vous voulez, à la fois, il y a les absences des joueurs, cette récente très bonne production collective, et JB Bickerstaff au milieu. Alors, quand on s'est retrouvés, nous, autour de JB Bickerstaff ces dernières années, on a fait des montagnes russes. On a eu le côté très haut de « Waouh, quel line-up avec Lauri Markkanen, Jarrett Allen et Evan Mobley, super ». Et puis après, on l'a vu en play-off. Oh là là, les ajustements, ils sont éclatés. Et puis là, on le revoit très bon dos au mur. Et donc, alors que la situation pouvait paraître idéale pour pouvoir changer un coach, eh bien, force est de constater que JB Bickerstaff, #Doc Rivers, il fait du très bon boulot avec ses joueurs. Et donc, c'est pour ça que quand on veut rentrer un petit peu plus dans les détails, ce que je peux vous montrer, c'est le point suivant. Si vous regardez les derniers matchs remportés par les Cavs, c'est très difficile d'isoler un seul meilleur marqueur. Regardez par exemple. On prend le match le plus récent, celui remporté à Dallas. Les meilleurs marqueurs de Cleveland, ce sont donc Caris LeVert, avec 29 points en sortie de banc, vous le voyez ici, et Monsieur Jarrett Allen qui fait un match monstre avec 24 points et 23 rebonds. On a même Isaac Okoro qui est là avec ses 22 petits points, donc retenez bien, on a Caris LeVert, Jarrett Allen et Isaac Okoro en leading scorer. Vous allez sur la victoire précédente, qui est donc celle de Cleveland contre Chicago. Cette fois, vous avez Max Strus, qui a pris 17 tirs à 3 points, qui met 26 points, qui est bien aidé par Craig Porter Jr., et qui sont ensuite bien épaulés par Jarrett Allen. Match précédent, qui est perdu, là cette fois c'est Dean Wade qui cartonne, qui est bien aidé notamment par Isaac Okoro, mais on est sur une équipe qui malheureusement va prendre une palanquée de points par les Pélicans qui était très chaud, notamment à 3 points. On recule encore un petit peu sur cette winning streak. Cette fois, c'est Sam Merrill, incroyable dont on va reparler, qui met 27 points en sortie de banc, qui vient aider Caris LeVert avec ses 23 points, eux deux qui viennent aider Max Strus et Jarrett Allen. Et pareil, quand on continue à remonter, là cette fois il y a Donovan Mitchell qui met ses 37 points, et c'était Sam Merrill en sortie de banc, avec notamment du Dean Wade et du Caris LeVert qui faisaient le travail en plus de Max Strus. Pareil pour la victoire contre Atlanta, où cette fois, c'est du Jarrett Allen avec Donovan Mitchell, et en sortie de banc, c'est Caris LeVert qui vient bien aider les progrès de Isaac Okoro avec Dean Wade. Et donc du coup, premier élément qui est important avec ces Cavs, c'est qu'ils sont pas très prévisibles. Et c'est ça notamment une des choses qui a joué des tours à ces Cavs dirigés par JB Bickerstaff avec ce 5 majeur qu'on connaît, c'est que l'attaque des Cavs pouvait parfois être très prévisible. Et là, quand on regarde Cleveland jouer, eh bien on a un nombre de mouvements et de menaces qui rend vraiment le jeu hyper intéressant. Craig Porter Jr., formidable, mais du coup c'est difficile de le scouter, puisque le mec il sort un petit peu de nulle part. Alors il sort pas de nulle part totalement, mais c'est une des très belles surprises et satisfactions de cette saison. Donc du coup, pour les équipes adverses, difficile de savoir, soit en tant que titulaire, soit en tant que remplaçant, comment scouter un mec pareil. C'est pareil pour Sam Merrill. Le mec, il est en train de shooter incroyablement à 3 points. Il est depuis quelques années en NBA. Mais c'est un autre joueur qui fait un énorme travail de spacing et de gravité sur le terrain et qui permet à d'autres garçons de bien jouer. Et donc, du coup, quand vous avez des joueurs un peu imprévisibles, comme Sam Merrill
ou comme Craig Porter Jr. Qui sont sur le terrain, et bien du coup ça crée des espaces pour d'autres. Et donc c'est qui en profite? Et bien notamment Monsieur Jarrett Allen, qui est selon moi le grand artisan de cette très bonne forme des Cavs, puisque dans tous les matchs que je vous ai montrés, il a été à chaque fois hyper bon. Et donc j'étais obligé un petit peu de mettre ce premier aspect en avant, c'était le fait que du côté de Cleveland, eh bien tous les soirs, quand vous avez un match à jouer, eh bien vous avez une menace différente. Et c'est ça qui est très bon et qui se voit notamment dans le partage de ballons. Regardez, contre Dallas, 33 passes décisives pour 16 balles perdues, 33 caviars pour les Cavs. Ensuite, face aux Bulls, on avait 28 caviars pour les Cavs pour seulement 12 passes décisives. Ça a enchaîné, même si c'était une défaite, contre New Orleans, 34 passes décisives pour seulement 11 balles perdues. Et dans les victoires précédentes, on a 34 passes décisives pour 11 balles perdues. Propreté suprême. Là, ici, contre Houston, 29 passes décisives, 11 balles perdues. Et enfin, contre Atlanta, on les voit, 32 passes décisives contre 10 balles perdues. Donc du coup, on est sur un jeu qui est beaucoup plus propre, qui est moins orienté Donovan Mitchell, qui est un petit peu moins aussi orienté Darius Garland, Evan Mobley, pick and roll, et puis c'est tout. Et donc, c'est une des forces de ces Cavs, c'est que, pour moi, un de leurs meilleurs matchs cette saison, c'est un match que vous avez peut-être vu qui était une victoire de Cleveland à Philadelphie. C'était un match qui avait été remporté, pas beaucoup d'équipes qui ont gagné à Philadelphie, hein, je vous remonte le calendrier. Ils ont remporté un match contre Philadelphie, c'était ici en overtime en plus, hein, pas facile. Et où Darius Garland avait été formidable, notamment avec 32 points, c'est ça, sur le backcourt. Et Jarrett Allen, qui met donc 26 points, 13 rebonds et 3 passes. C'était le meilleur pivot limite de cette rencontre, puisque même si Joel était à 32 points, 13 rebonds, 5 passes et 5 contres, bah, il y avait 6 ballons perdus et il y avait 9 sur 21 au tir. Et donc, on est sur un jeu moins stéréotype, absence de Donovan Mitchell et donc plus de joueurs qui ont le ballon. Ça veut pas dire que c'est contre Donovan Mitchell, mais ça veut dire que, par la force des choses, les Cavs ont dû être plus créatifs. Et donc l'efficacité offensive des Cavs, même si comme je vous l'ai dit là, sur les derniers matchs, elle n'est pas extraordinaire, les Cavs sont moins prévisibles, et donc du coup c'est plus compliqué à gérer. Et c'est le sentiment qu'on avait quand on avait vu cette série entre les Cavs et les Knicks, où les Knicks de Tom Thibodeau s'étaient régalés défensivement, c'est que les Cavs étaient trop faciles à scouter. Trop facile de savoir quels allaient être leurs set plays, etc. Et donc, moi la question que je me pose, et je vous pose là aujourd'hui, c'est: est-ce que c'est pas une bonne chose, quelque part, que ces Cavs-là doivent vivre ces quelques matchs sans des Donovan Mitchell, sans des Darius Garland et sans des Evan Mobley, parce que du coup, t'es moins en dépendance. Et si ça se trouve en playoff, tu vas te retrouver avec une équipe qui est beaucoup plus équilibrée et où t'as moins ce côté montagne russe, quoi. Parce que c'est ça qui est souvent arrivé aussi à Cleveland, c'est d'avoir des matchs où en fait, bah, le 5 majeur il gère, il n'y a pas de problème, et puis après, bah... on fait les rotations de JB et les mecs du banc, ils savent pas comment faire. Alors que là, aujourd'hui, si tu fais rentrer dans quelques mois des Craig Porter Jr., des Sam Merrill et compagnie, peut-être qu'ils seront prêts. Dans les autres joueurs qu'il faut quand même féliciter dans cette bonne phase, bien évidemment, il y a des joueurs qui, comme je l'ai dit, rentrent leur shoot, hein, parce que là aussi, on va reparler des pourcentages à 3 points. Contre Atlanta, Cleveland qui a rentré 16 de ses 42 tirs à 3 points. Ensuite, ils ont rentré 19 de leurs 48 tirs, donc on est encore à 40% de réussite sur des gros volumes. Face à Utah, boum, 23 sur 51, c'est absolument énorme. On a eu aussi, même si c'était une défaite contre New Orleans, 17 sur 44 à 3 points. Et puis pour finir, bah... autant contre Chicago, c'est pas trop rentré, 12 sur 45. Autant contre Dallas, bon bah t'es à 17 sur 43 à 3 points. Donc ça va très bien. Et il y a des joueurs qui sont en confiance, Isaac Okoro notamment, Max Strus ça va un peu mieux, Georges Niang aussi. Hein, même si c'est très montagne russe, Max Strus et Georges Niang, ça peut rentrer un peu plus. Et donc du coup, pourquoi je vous expliquais tout ça et je voulais faire un petit peu ce grand explicatif détaillé, c'est parce que les Cavs, certes, ils vont se ramener à Paris, là, il y aura des blessures, ça va pas être cool, on aurait aimé avoir le groupe en entier, ok. Mais est-ce qu'on peut avoir confiance en JB Bickerstaff ou est-ce que c'est un leurre? Je vous pose la question. Est-ce que là, en fait, on est en train d'assister à une sorte de groupe qui se serre les coudes? Excellent travail de Tristan Thompson, qui n'a pas du tout le rôle de mascotte en sortie de banc comme Robin Lopez et qui fait bien le boulot, et d'autres garçons. Est-ce qu'on a un vrai groupe qui est en train de se créer quelque chose? Ou est-ce que c'est juste un leurre, l'arme qui cache un petit peu la forêt, et dès que le groupe va être à nouveau en entier, on va réavoir ce jeu un petit peu stéréotypé. Il y en a qui me disent ça surchauffe, il y en a qui me disent que c'est un leurre. Pour passer un tour max, c'est un leurre. L'intensité des playoffs, c'est tellement différent, moi j'y crois pas. On me dit c'est bien, mais ça ne passera pas le second tour des playoffs, Donovan Mitchell, trop plafonné.
J'entends. C'est un mirage. Donc, ça veut dire que même là, malgré le bon travail fait par les Cavs, il y a l'air d'y avoir en tout cas très gros arrondi. Il y a l'air d'y avoir quand même dans le chat plutôt un sentiment que c'est une très bonne phase, mais que ça ne doit pas changer les perspectives des Cavs. J'entends. Ce que je ne sais pas, c'est qu'est-ce qu'il faut espérer pour les Cavs. Parce que j'ai envie de dire, si je devais espérer très très fort, je dirais il faut se viander la gueule en playoff pour définitivement rayer JB Bickerstaff. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre élément qui est important que je vais vous partager, c'est que quand on regarde les salaires des Cavs, eh ben les copains, j'espère que vous aimez ce groupe parce qu'il va falloir se le coltiner. L'année prochaine, 2024-25, t'es sûr et certain que t'as Garland. T'es sûr et certain, sauf trade, que t'as Mitchell. T'es certain d'avoir Jarrett Allen. T'es certain d'avoir Caris LeVert, sauf trade. T'es certain d'avoir Max Truss. Tu vas prolonger Isaac Okoro, sauf cataclysme. Tu as Evan Mobley qui va lui aussi prendre une prolongation prochainement. T'as George Niang qui a été évidemment sécurisé et verrouillé. Dean Wade aussi. Donc, tu sais quel groupe tu as. Oui, il va falloir négocier peut-être avec en effet des Rubio, on sait que c'est en cours, et puis pareil, Ty Jerome, et Tristan Thompson, Damian Jones, etc. Oui. Mais j'ai l'impression que ce groupe peut être très solide, mais que dans les mains de JB Bickerstaff, j'ai un peu peur. Et peut-être qu'on va mettre JB Bickerstaff dans une case, peut-être un peu injuste, mais on a vu un Doc Rivers qui a été extrêmement bon historiquement lorsqu'il était dos au mur, avec les Clippers, quand il était en galère, avec d'autres franchises, quand ils étaient pas bons et tout, Doc Rivers, tu lui dis « Désolé, on va te viander ton effectif », et il arrivait à rassembler les troupes et avoir du bon jeu. Les Clippers de Shai, il y avait qui? Il y avait Shai, Gallinari, Landry Fields, Pat Beverley, Montrezl, Lou Williams. Vous savez, ces Clippers-là. Là. Ça, c'était incroyable. C'était les Clippers de haut mur, qui avaient quand même fait du très très gros travail sous Doc Rivers. Peut-être que c'est ça, en fait, j'ai eu Bickerstaff. Et que lorsqu'il va falloir passer un cap, ça sera un peu compliqué. Mais il va falloir vite savoir ce que ça donne, parce que Donovan Mitchell, il ne va pas prendre, selon moi, sa player option en 2025-26. Et tu as quand même le sentiment qu'un mec comme ça, qui voulait à la base aller à New York, va falloir vite lui prouver que c'est à Cleveland que ça se passe. Et donc, c'est en ça que quand la question a été posée tout à l'heure dans le chat, est-ce que selon moi, la trade deadline va être active du côté de Cleveland? J'en ai pas l'impression, ni le sentiment. Parce que les résultats là sont solides et qu'il faudrait vraiment que là en janvier ça dégringole pour qu'il puisse y avoir du potentiel mouvement. Mais je vois pas ce que tu bouges. Parce que là, Jarrett Allen, oui, il y a toujours autant de rumeurs sur Jarrett Allen, ça n'arrête pas. Mais là, même si sa cote n'a jamais été aussi bonne, il a jamais été aussi bon pour ses Cavs aussi. Hein. Là, il vient de faire des dingueries sur plusieurs matchs. Là, je vous ai dit, il n'y a pas Mobley, il n'y a pas Garland, il n'y a pas Mitchell. Jarrett Allen, il est ultra solide. Et dans les très grosses victoires des Cavs cette saison, il a souvent été très solide. Donc du coup, Jarrett Allen, moi je veux bien entendre, mais attention à pas faire un trade de merde. Surtout que son contrat, c'est hyper transférable, donc il y a peut-être des franchises qui vont vouloir essayer d'avoir un petit peu Kobe Altman. Tu vas pas transférer Max Truss, tu vas pas transférer Evan Mobley, et Isaac Okoro non plus. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, j'ai l'impression que Donovan Mitchell, très professionnel, va continuer à faire son boulot. Rester pro, là il va revenir, il va essayer d'y avoir quelques victoires. Attention par contre aux résultats en l'absence de Darius Garland et de Evan Mobley. Parce qu'il existe un scénario dans lequel ça se passe pas très bien au niveau collectif. Il y a des défaites. Cleveland dégringole. C'est une saison de merde. Et Donovan Mitchell, il se ramène cet été et il se dit « Moi, je vais pas attendre un an de plus. Je sais très bien comment ça se passe ici. Je n'irai pas viser le titre avec ces Cavs-là. Et du coup, libérez-moi. » Et là, même si les Cavs ont le contrôle du contrat de Donovan Mitchell, il sera très probablement en dernière année de contrat, puisque ensuite il sera agent libre. Je pense pas qu'il prendra une player option à 37 millions quand on voit les contrats qui tombent en ce moment en NBA. Voilà. Donc attention à ces Cavs qui sont vraiment hyper plaisants. Hein. Je pense que les fans qui sont notamment... je sais pas, il y a des fans des Cavs qui sont un petit peu dans le chat là, que je puisse lire un petit peu vos avis un petit peu sur ce qui se passe du côté de Cleveland, parce que c'est plaisant à regarder. Vraiment, il y a des super mouvements off-ball et tout, genre des déplacements de Max Truss, de Sam Merrill, le hustle play qui est fait régulièrement par Isaac Okoro, les très bonnes minutes de Tristan Thompson, tout ce qui se passe autour de Craig Porter Jr. de toute façon. Les fans des Cavs, moi je veux bien un petit peu vos avis parce que il y a vraiment du très très bon jeu qui est proposé, et donc assez étonnamment compte tenu de l'historique de JB, mais peut-être que c'est de la saison régulière et qu'on va retomber sur nos papates en avril. J'en ai bien peur. Il y en a qui me disent que le problème des Cavs se nomme Donovan Mitchell. Oh.
On me dit Donovan Mitchell n'est pas le joueur qu'il pense être. Ah. Je peux entendre. Je trouve ça un peu dur. Donovan Mitchell n'est pas le joueur qu'il pense être. Oui, ça, je l'entends. Après, est-ce que c'est lui le problème des Cavs? Non. Je pense pas non plus. Il faut le respecter un minimum. Moi, si j'étais à la tête des Cavs, là, à l'heure actuelle, j'essaierais... Comment dire? Je crois que le moment pour moi le plus excitant des Cavs ces 3 dernières années, il est sans Donovan Mitchell. Attention, ce n'est pas contre le joueur. La demi-saison où on a vu du Evan Mobley arriver en NBA, Darius Garland level All-Star, Jarrett Allen trop fort, etc. C'est très personnel, mais je pense qu'un avenir autour de Evan Mobley et Darius Garland, c'est très très bien. C'est très très bien. Je ne sais pas si ça va te chercher un titre, mais c'est déjà très très bien. Ce que je ne crois pas, c'est que un avenir autour de Donovan Mitchell, Darius Garland et Evan Mobley, ça te mène jusqu'au bout du monde de la planète, etc. Je crois que Evan Mobley mérite d'être encore plus responsabilisé, qu'il devrait avoir encore plus de ballons, qu'il devrait prendre encore plus de décisions, et donc qu'il n'est pas un plafond offensif qu'il va devoir forcément avoir, parce qu'on a parlé dans les 30 premiers 30 jours, à partir du moment où il vit en compagnie de Darius Garland et de Donovan Mitchell. Tu as 2 joueurs comme ça dans ton effectif, tu vas pas pouvoir avoir 20 shoots par match. C'est pas possible. Ou alors ils vont eux muer dans leur jeu. Et donc du coup, moi si j'étais les Cavs, je vais observer évidemment ce qui va se passer, mais si j'étais un petit peu radical, je me dirais ok, bon, on va essayer de faire remonter au maximum la cote de Donovan Mitchell avec ses matchs à 70 points, avec des gros cartons offensifs comme il peut le faire. Là il va faire des matchs de fou, hein, Donovan Mitchell. Pas de Darius Garland, pas de Evan Mobley, et les ballons dans ses mains, il va mettre des 40 et des 50 points. Mais j'essaie de monter la cote et me rapprocher le plus possible d'un éventuel transfert à la fin de la saison. Et je continue à voir ce que je peux guetter sur le marché. Parce que Kobe Altman peut faire du bon travail. Voilà. Mais donc, à prendre un peu avec des pincettes, ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est hyper satisfaisant, et en même temps, on ne sait pas trop quoi en faire. Dites-nous évidemment et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, soit là je vois un petit peu sur Twitch et puis ensuite sur YouTube, parce que c'est une franchise qui a énormément de fans, hein, c'est une grosse fanbase, là ça va être le bordel quand ils vont venir à Paris, moi j'ai très très hâte de les voir jouer, mais je souhaite aussi aux fans qu'ils retrouvent un petit peu l'excitation de 2016, des années LeBron, parce qu'il y a des bases qui sont bonnes, ils ont des joueurs générationnels type Darius Garland et Evan Mobley, et je ne crois pas en effet que Donovan Mitchell soit le franchise player d'une équipe qui va très très loin. Voilà, that's just my opinion. Et J. Bickerstaff n'est pas le coach d'une équipe qui va très très loin. That's just my other opinion. Voilà. Ça c'était un petit peu pour les Cavs. Et donc du coup, je voulais terminer ce Allez Café avec 2 choses. La première, c'est un super quiz que je vais vous transmettre évidemment dans le super chat, si je fais ça bien, normalement, dans quelques secondes. Et ensuite, je pourrai faire un petit Q&A, hein, c'est-à-dire répondre à vos questions, parce que je sais que vous en avez plein, et je vais essayer de répondre à un maximum de vos interrogations. Alors, c'est l'heure du quiz, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes chauds pour le quiz, parce que je vous ai réservé une thématique de fou furieux, je l'ai trouvé tout à l'heure, et je le trouve incroyable. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts, car nous allons devoir citer tous les joueurs actifs en NBA qui ont au moins un titre. Boum! Boum badabam! Vous voyez, il y a les années qui sont juste ici, je vais vous balancer le lien dans le chat dans quelques secondes. Gestionnaire de stream, fais voir. Tu crois que je peux faire ça là? Fais voir, envoyer un message. Comme ça là? Ouais, boum. Je vous envoie le lien, évidemment, dans le chat. Il est magnifique ce quiz, tout à fait. Vous connaissez les règles, peut-être. Si vous ne les connaissez pas, je les rappelle. Si vous voulez pas vous faire spoiler, vous coupez le son. C'est un quiz qui va prendre, allez, entre 5 et 10 minutes. Si vous voulez me voir galérer en direct, vous laissez le son. Mais je ne peux pas juste baisser le mien. Voilà, c'est plutôt vous qui allez le baisser. Le lien, il est dans le chat. Je vais donc montrer une nouvelle fois ce petit quiz et la thématique. Nous sommes sur les joueurs de la saison 2023-24 qui sont champions NBA. Donc vous voyez, par exemple, pour les Nuggets, ici, vous avez les joueurs qu'il faut entrer. Et là, attention, ce sont les années, j'ai l'impression, auxquelles ils sont arrivés en NBA. Donc, par exemple, 2015, Nuggets. Je vous laisse me le dire dans le chat, juste pour qu'on puisse un petit peu tester les cordes vocales de tout le monde, ou vos claviers. Un mec qui est là depuis 2015 aux Nuggets et qui a été champion NBA récemment. Voilà, on me met
Jokic. Parfait. C'est Jokic et Murray, c'est du 2015, du 2016. C'est des gars qui ont été là depuis le début et qui font le boulot. Bref. Du coup... Non, c'est l'année du titre, pardon. N'importe quoi. Oui. Excusez-moi, c'est l'année du titre. Pardon, j'ai complètement mélangé mes pinceaux. Attendez, je vais vous prendre un autre exemple. Il est où, LeBron? Lakers. 2012, 2013, 2016, 2020. Bon, normalement, là, voilà, je me suis complètement chié. On la refait. 2012, 2013, 2016, 2020. Bon, qui joue aux Lakers. Qui a eu 4 titres. J'espère que vous allez pas trop avoir de problème. Si vous allez chez les Warriors et qu'il y a des mecs qui ont eu des titres en 2015, 2017, 2018 et 2022, voilà. Vous capiche? Désolé de vous avoir mélangé les pinceaux. C'est bon, il est un petit peu tard. Après, comme j'ai dit, on fera Q&A, on fera les pronostics sur les matchs de ce soir. Ok, on est bon. Je vous remets une dernière fois le lien dans le chat et ensuite, on va pouvoir se faire ce formidable quiz. Dans 10 secondes, dans 9 secondes, dans 8 secondes, dans 7, et dans 6, et dans 5, et dans 4, et dans 3, et dans 2, et dans 1 seconde, et let's go. Alors, je vais avoir du Curry, je vais avoir du Green, je vais avoir du Thompson, je vais avoir du Iguodala, il est plus en activité, je vais avoir du LeBron James, je vais avoir du Anthony Davis. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre récemment? On a chez les Nuggets, j'ai dit qu'il y avait du Jokic, j'ai dit qu'il y avait du Murray, il doit y avoir du Caldwell Pope, du Gordon, du Porter Junior, bon ils l'ont mis directement, du Christian Brown, Cricri, du DeAndre Jordan, Reggie Jackson, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des joueurs, Bruce Brown, il a été champion NBA l'année dernière, ouais, tout à fait. Allez, on va basculer sur les Warriors. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a Andrew Wiggins, non, qui est dans le coin aussi, qui a été champion. Ouais. Un mec qui est champion... Kevin Looney? Ouais, il est là. Le titre de 2022, et il est encore présent sur place. Gary Payton? Allez, ça c'est bien. Un champion en 2022. Otto Porter? Mais il est plus là. Ah, Otto Porter Junior, je l'avais déjà mis dans un truc. Hernan Gomez, je pense qu'il est plus en NBA, voilà. Dante DiVincenzo. Ah bah c'est le seul des Knicks. Voilà. Il est donc... Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, je vous remontre. Hein. Il est chez les Knicks, Dante DiVincenzo, et il a remporté le titre en 2021 avec les Warriors. Ok. Chez les Celtics. Titre en 2021, c'est Jrue Holiday ça, chez les Bucks. Ouais. Ah putain, pardon, Dante DiVincenzo. Eh mais je dis n'importe quoi. Dante DiVincenzo, il a été champion avec les Bucks. Il n'était pas champion avec les Warriors. Wouhou! Allez, je vais y arriver. C'est les Bucks qui sont champions en 2021, les Warriors qui sont champions en 2022, et donc Dante DiVincenzo, il est champion avec les Bucks. Ok. Pistons 2022. Alors, Pistons, champion 2022, c'est avec les Warriors. James Wiseman. Oh putain, champion NBA. Chez les Hawks, mais bon, après, c'est... Voilà, c'est... Enfin, genre... 2014, c'est les Spurs. Ah, Patty Mills. Oh oui, Patty Mills. Allez, on enchaîne. Chez les Bulls de 2020, c'est donc les Lakers, Bulls, Caruso. Hop là, on est bon. Qui en avait d'autres? On a Kuzma, qui était champion NBA. On avait Rondo, mais qui est plus là. On avait Talen Horton Tucker. Yes, sir. On avait qui d'autre? On avait AD, on avait McGee. On avait Caldwell Pope, ça je l'ai mis. On avait... il n'y avait pas Austin Reeves hein, déjà. Non, il n'y avait pas. Chez les Cavs, présent chez les Cavs et qui a été titré en 2017 et 2018. Je viens de faire tout l'effectif là. Qu'est-ce qui m'arrive? Tristan Thompson? Je l'ai déjà fait. Kevin Love? Richard Jefferson, il est plus là. Mozgov, il est plus là. Oh là là, je vais commencer à m'emmêler les pinceaux. 2007 et 2018, donc un mec des Warriors qui est présent actuellement. C'est pas John... Oh, Damian Jones. Oh, Damian Jones, qui était le backup des Warriors. 2021, c'est qui ça? C'est Ty Jerome? Non. C'est qui les mecs de fond de banc là? Bon, je verrai après. Un mec chez les Cavs de 2021. 2021, c'est les Bucks. Les Bucks sont champions avec... C'est pas Robin Lopez?
Lopez. Bon, Lopez, c'est là-haut. Allez, on va s'occuper des Bucks, justement. Antetokounmpo. Attention, parce qu'il reste 4 minutes 17. Middleton. Allez, on y va. Jay Crowder, il est pas champion NBA. Non, par contre, il y a PJ Tucker qui est champion NBA. Il y a Bobby Portis. Il y a Pat Connaughton. Yes, les Bucks, c'est bon. Raptors, Lowry. Kawhi Leonard. Siakam. Boucher. Van Fleet. Van Fleet. Ok. Un autre mec des Raptors 2019 qui est encore là. Gary Trent. Norman Powell. Un mec qui est chez les Raptors encore et qui... c'est pas Scotty Barnes. Hein. Ah, c'est Harrison Barnes côté Kings. Pardon. Ah, OG. OG Anunoby, c'est bon ça. Un mec qui est chez les Warriors actuellement et qui a été titré en 2014 avec les Spurs. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Corey Joseph. Oui. Allez, 3 minutes. 3 minutes pour trouver les autres. Miami, 2023, donc ça veut dire qu'il a été champion avec les Nuggets. Ça, c'est Thomas Robinson. Non? C'est pas Thomas Robinson? Avec le Heat. Qui est avec le Heat maintenant et qui était avec les Nuggets. Je vois pas qui ça peut être. Bon, ok. Allez, on va continuer un peu le tour. Les Mavs, champion 2016, donc c'est avec les Cavs, c'est Kyrie. Les Mavs, il est champion en 2020, c'est avec les Lakers. Donc c'est Dwight Powell, n'importe quoi. C'est Grant Williams, n'importe quoi. C'est Derrick Jones Jr. N'importe quoi aussi. C'est Dante Exum, oui bien sûr. C'est Tim Hardaway Jr. Non. Pacers. Il est à Indiana, il a été champion en 2021 avec les Bucks. Attends, déjà je mets Brogdon, mais il n'est pas du tout champion NBA, Brogdon. Oh là là, je suis en train de m'en payer les pinceaux là. Oh là là là, oh là là là. Suns, j'ai mis Durant. Ok. Et en 2022, c'est avec les Warriors. Suns qui a rejoint les... Warriors qui a rejoint les Suns. Eric Gordon. Bismack Biyombo, ça c'est chez les Grizzlies, mais il n'a pas été champion NBA. Un mec des... Chimezie Metu. Josh Okogie. Ah non, c'est pas Damian Lee. Oh, Damian Lee. Damian Lee, c'était le frérot de Steph. Miami, mais attends, c'est Thomas... Ah, mais c'est Thomas Bryant. J'ai dit Thomas Robinson. Allez, il me reste 1 minute pour en mettre 12. Ok, ça va être impossible. Kings 2022. Allez, il a été champion récemment avec les Warriors. Il a rejoint les Kings. Pff, aucune idée. Pacers 2021. Champion. Oh, je les sais pas là. Chez les Mavs, il a été champion avec les Lakers. C'est qui ça? Je les sais pas du tout. Champion 2022 avec les Warriors actuels. Oh là là. Attends, je vais faire par tout le tour de l'effectif. 2022, Stephen Curry, Draymond, Saric, il n'était pas du tout là. Jordan Poole, ça c'est bon. Chez les Hornets, 2023, chez les Hornets, et donc il a été champion avec les Nuggets, c'est Ish Smith. Ok, allez, il me reste 20 secondes. Chez les Kings, 2022, ce sont les Warriors, c'est pas Harrison Barnes, c'est pas Javel McGee, je l'ai déjà mis. Ah, je vais choke. Ah là 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 là. Non mais c'est sur les Warriors que j'ai abusé. Et alors Denver, je vous raconte même pas. J'ai fait nimp. Ah, j'aurais aimé du temps en bonus. Qui j'ai foiré? Kuminga et Moody. Oh là 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 là. Jonathan Kuminga et Moses Moody. Vlatko Kankar, Gillespie, Zeke Nagy et Peyton Watson. Putain. Sam Merrill. Ah mais Sam Merrill, il est champion avec les Bucks. Oh, Markieff Morris. Oh la honte. Et Juan Toscan Anderson. Ah d'accord, ok. Vous avez fait combien vous? Ah, il était violent celui-là, non? Ouais, il est chaud. J'ai fait même pas la moitié. Et il était
hyper chaud. Fallait beaucoup plus de temps. Fallait une demi-heure pour faire celui-là. 41, 48, 54. 54, c'est beau. 50, 40, 60, 62. 62 sur 63. Oh la vache. Ah, ça, c'était beau. Bon, celui-là, il est chaud. Celui-là, j'avoue, il n'était pas facile du tout. Mais, ce qu'on va faire, c'est que, chose promise, chaussure. Je vais vous répondre à 2-3 de vos questions si vous en avez sur le chat. Allez-y, on va prendre quelques minutes pour que je puisse faire un petit peu de Q&A. Et puis après, je balancerai mes pronostics pour les matchs de ce soir. C'est des pronos... hein, et ensuite, on pourra enchaîner sur les matchs tout à fait gentiment. Qui complète ton top 3 des joueurs que tu kiffes regarder jouer en plus de Tyrese Haliburton? T'as pas cité Booker, ça m'a perturbé. Non, Devin Booker, c'est pas... Enfin, c'est très beau, hein, mais c'est pas... Non. Kyrie, Tyrese Haliburton, et... Bonne question, tiens. Trae Young. Les gens vont être là. Quoi? What the fuck? Combien de All-Stars à Orlando et qui? Oh bah, il y en a un, c'est Paolo Banchero, et puis ça suffira. La couleur de tes chaussettes. Elles sont blanches. Ton avis sur ces Hawks 2023-24? Surveillons la trade deadline, mais surveillons les bons noms. Je vois pas trop pourquoi le nom de Dejounte Murray arrête pas de ressortir. Les gens essaient de se créer des trucs pour rien. Alors si ça se trouve, ça va être séquencé et je vais avoir l'air d'un débile. C'est pas sur lui qu'il y a le plus de rumeurs. Ça sera beaucoup plus comme sur les mois précédents avec le travail de Landry Fields et compagnie, sur Clint Capella, DeAndre Hunter et compagnie. Voilà. Les Hawks veulent ajouter une troisième vraie star aux côtés de Trae Young et Dejounte Murray. Moi je valide le plan, mais il faut attendre. Et sinon j'adore James Johnson et il faut que cette équipe soit au complet. C'est tout. Donc non, pas de panique. Pas de panique sur les Hawks. Non, je vois en plus il y a plein de copains qui me posent des questions sur les piou-piou. Non, ça va, Atlanta. Faites confiance à Landry Fields là. Il vient d'arriver avec Kyle Korver et tout. On va poser les choses là. Le projet avec Quinn Snyder, c'est pas qu'il ait cet effectif là. Calme. J'en parlerai en long en large dans des Alley Café spécial trade deadline, mais si j'étais Capella, je ferais plus gaffe. En plus, Capella, il a bien monté sa cote là. Donc ça va être pas mal. Pourquoi les gens n'aiment pas Yanis? Les gens aiment bien Yanis, c'est juste qu'il a un jeu particulier, et que du coup, il y en a qui n'aiment pas ce type de jeu. C'est quoi le café plat du moment? Le café du moment, c'est Brûlerie Belleville, pantoufle, et le plat du moment, c'est... J'ai fait une dinguerie complète, sur fast food de la flemme, sur le retour de Popeyes, ou l'arrivée de Popeyes en France, je dois vous avouer. Et sinon... Eh bien, j'ai annoncé à Ben, et j'en parlerai peut-être dans une émission du lundi, j'ai annoncé à Ben qui va venir à la maison la veille du départ à New York, que je lui ferai une de mes spécialités, qui est le sauté de veau à la Corse, avec des olives, du veau qui a mariné et des tagliatelles fraîches. Voilà, ça c'est la maison, on va faire comme ça. Jamal Murray est-il le joueur le plus sous-coté de la ligue? Non, mais il en fait partie. Evan qui tacle Ousmane Dieng et Kylian Hayes, et voir Franck Titiogio, tu en penses quoi? Je sais pas si c'est un tacle. Je pense que c'est bien d'avoir un peu d'épices de la part d'Evan sur ceux qui ne font pas les compétitions très très tôt. Voilà. Et donc il y a des choix à faire, et ceux qui font l'équipe de France avec les seniors, formidable, mais Evan est très très fier d'être français, et je trouve ça formidable, il est très très fier de la France, et du coup je pense que... il souhaite voir des gens faire les U16, U18, U machin, U truc, pour ensuite être dans un projet long terme. Voilà. Duo Donovan Mitchell, Jalen Brunson, duo qui fait gagner le titre à New York? Non. Que faut-il à OKC pour viser la finale de conf? Du temps. Tout simplement. Du temps. Je vois qu'il y a des gens qui parlent de transfert là, du Thunder, là. Laissez-les là un peu là. Pourquoi l'horloge elle tourne à vitesse grand V pour tout le monde? Laissez le Thunder là, tranquille. Les mecs ils sont top 3 de conférence, ils faisaient le play-in il y a un an et on les charriait il y a un an et demi. Il faut juste du temps pour le Thunder. Voilà. Sengun est-il un All-Star, Bastien? Oui, Alperen Sengun est un joueur de niveau All-Star. Je ne sais pas s'il sera All-Star, futur All-Star là cette saison, mais il mérite sa place. Et il aura des grosses mentions. Voilà. Faudrait que Houston tienne bon. Comment vont les voisins? Les voisins vont très très bien. Ils sont très contents depuis que j'ai bougé. Mais les nouveaux voisins sont très satisfaits de ce qui se passe. Pourquoi ça marche pas les Pistons alors qu'ils ont de très bons joueurs? Ils n'ont pas de très bons joueurs et
ils ont un très mauvais coach dans ce système-là. Je pense que Monty Williams n'est pas un exécrable coach, juste il n'est pas fait pour du rebuild. Voilà. Est-ce que tu considères OKC comme un potentiel contender? Potentiel, c'est le bon mot. Contender réel, on va leur donner du temps, mais oui, ils peuvent. Si le Thunder fait demi-finale, voire finale de conférence cette année, moi je vais juste dire, tada, enfin, coche toutes les cases les mecs. Hein. Mais il faut leur donner un peu de temps. Voilà. Quel maillot tu vas mettre pour le Madison? Je vais mettre le maillot des Châteauroux Trash Talker. Pronostic pour le Piston Spurs du 10 janvier. Égalité. 12-12. Allez, je prends encore quelques questions. Tu as pris qui en TTFL? Excellente question. Un des rares bons pics que j'ai fait récemment et de la saison, c'est Kate Cunningham face aux Nets. Et là, j'ai... KD. Hier, j'avais Anthony Simons. Il était out. Formidable. Derrick White ou Porzingis au All-Star Game? Derrick White ou sinon aucun des deux. Où est-ce que Zach LaVine va atterrir? Je sais pas, mais il va bientôt bouger. Et enfin, j'en prends 3 dernières. Un avis sur Jaime Jaquez, c'est formidable. Il est très très bon. C'est un super rookie qui va faire une longue carrière, qui est plus vieux que les autres. Donc c'est normal aussi qu'il soit aussi stable. Mais ça va prendre du temps pour qu'il se fasse une vraie carrière. Diop Reith à la place de Ayton starter à Portland? Oui, je le souhaite. Est-ce que les Mavs, ça fait un move à la deadline? Je pense que oui. Mais on va attendre que le groupe se remette au complet parce qu'ils avaient très bien démarré. Allez, encore 2 dernières et ensuite je vous laisse. Steve Kerr doit-il prendre sa retraite? Non. Est-ce que je serai au Paris Game? Oui. Avec justement le jeu concours. Donc vous allez sur le compte Insta de Trash Talk et vous pouvez participer à un jeu concours gratuit pour vivre le NBA Paris Game avec Alex et Bibi. Voilà, si vous voulez, ça peut être très très cool. Mais je sais pas si on aura trop de temps pour se voir. On essaiera, mais ça va être un peu compliqué. Et enfin, pour finir, est-ce que je pense que Derrick White peut être défenseur de l'année? Oui, mais ça sera compliqué vu les dossiers qu'il y a autour, mais notamment celui de Rudy, pour ne citer que lui, ou Bam, ou Chet, ou d'autres, ou Patati, ou Patata. Il y en a que j'ai pas mentionné, ou AD. Voilà. On a fait une vidéo complète. Mesdames et messieurs, il est minuit 22. Je vais balancer mes pronostics en Fire Bullets tout de suite. Et je vous retrouverai demain pour un autre petit aller café. Il est minuit passé, donc LeBron James a officiellement 74 ans. Voilà, donc hommage au King. N'hésitez pas à lui faire un petit hommage aujourd'hui, un petit post, un petit love, c'est toujours bien. Pour le cyborg de notre génération. Vous pouvez le mettre GOAT si vous voulez, ça me dérange pas. Allez, pronostic time. Orlando contre New York. Orlando. Washington contre Brooklyn. Brooklyn. Atlanta contre Sacramento. Sacramento. Boston contre Toronto. Toronto. Cleveland contre Milwaukee. Curse. Milwaukee. Houston contre Philly. Houston. Denver contre OKC. OKC. Phoenix contre Charlotte. Phoenix. Portland contre San Antonio. Portland. Clippers contre Grizzlies. Allez, Clippers. Allez, Clippers. Allez, Clippers. Allez. Voilà pour ces petits pronostics. Et sinon, la surprise de la soirée, ce sera... ouais, Houston contre Philly. Si tout se passe bien, je pense que Houston, ils peuvent faire un gros match. On va voir ce que ça donne. Mesdames et messieurs, merci à toutes celles et ceux qui étaient présents dans ce Aller Café. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. On se retrouvera demain, je vous redonnerai l'horaire pour qu'on se fasse une autre émission spéciale clap de fin sur l'année 2023. C'est trop bien. On va démarrer 2024 avec plein de projets. Il y a des dingueries de fous à venir sur Trash Talk. Vous n'êtes pas prêts? On a trop hâte en équipe de vous proposer tout ça. Si vous étiez là en direct, je vous fais des gros bisous. Si vous allez regarder les matchs, on se retrouve sur Twitter. Si vous allez vous coucher, je vous souhaite une excellente nuit. Si vous êtes en replay, je vous souhaite un très bon début de week-end. Faites attention à vous ce week-end. Faites pas trop les bolos. L'alcool est à consommer avec modération, je le répéterai demain. Et finissez bien 2023. Portez-vous bien et ne tombez pas malade. Je crois que c'est assez clair. Allez, je vous laisse en musique. Je vous fais des gros bisous. Et vive JB Bickerstaff. À la prochaine les loulous. À demain du coup. Sur Aller Café, on se retrouvera, je pense, pareil en fin de soirée. Je vous aime très fort. Des bisous, à la prochaine.